America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhder, coordonné par Sami Hahel et Maryam Abdou pour vous accompagner au micro. Les forces d'occupation ont créé des conditions de vie visant à anéantir la population de Reza, privant intentionnellement les civils palestiniens de l'enclave d'un accès aux conditions de vie les plus rudimentaires. Une démarche qui n'a pour autre qualificatif que crime contre l'humanité, d'extermination et d'actes de génocide. Bombardements incessants, froid, famine, les Razaouis ne connaissent aucun répit alors qu'ils entament leur deuxième hiver dans une guerre qui a fait plus de 45 000 morts. Lazzarini Philippe, commissaire général de l'UNRWA, fait un énième état des lieux. Un certain nombre d'opérations et de convois se voient refuser l'accès aux personnes dans le besoin ou sont simplement pris pour cible. Et il y a beaucoup d'efforts politiques pour délégitimer l'ONU, pour essayer de démanteler l'organisation à Gaza. Le docteur Maher, directeur adjoint en charge des hôpitaux dans l'enclave palestinienne, évoque les difficultés que traverse Reza, les difficultés sanitaires. Il touche du doigt cette situation qui ne semble pas faire fléchir la communauté internationale. Mes salutations distinguées, je suis le docteur Maher Mahmoud Chamiyeh, vice-ministre adjoint au ministère de la Santé palestinien à Gaza. La situation sanitaire dans la bande de Gaza, laquelle inclut les gouvernorats de Gaza et du Nord, traverse à présent une des périodes les plus critiques et éprouvantes de son histoire depuis le début de la nouvelle offensive militaire il y a environ 75 jours. Les forces armées israéliennes ciblent systématiquement toutes les infrastructures vitales dans une tentative manifeste de forcer le déplacement des populations et de vider le nord de Gaza de ses habitants sous une pression militaire constante. Pour mener à bien ce projet, ces forces ont neutralisé les hôpitaux. Elles ont envahi l'hôpital Kamal Adwan, arrêtant un grand nombre de membres du personnel médical ainsi que plusieurs patients. Les hôpitaux font également face à des attaques quotidiennes par drones, lesquels larguent des bombes et tirent des balles, endommageant ainsi les systèmes d'oxygène, d'eau, d'électricité. L'infrastructure des générateurs électriques a été gravement touchée. La présence de nos équipes médicales dans ces hôpitaux est désormais extrêmement dangereuse, mais nous ne pouvons pas évacuer ces établissements car des blessés continuent d'y affluer. Il convient de noter que toutes les ambulances opérant dans le gouvernorat du Nord ont été entièrement détruites ou incendiées. En conséquence, seuls les blessés transportés par des charrettes à traction animale ou portés à bout de bras par les citoyens peuvent atteindre les hôpitaux. La situation est en un mot catastrophique. À chaque instant, nous lançons des appels désespérés à la communauté internationale pour demander la neutralité des structures de santé face aux frappes de l'armée israélienne et sollicitant les organisations onusiennes pour sauver le personnel médical et les patients hospitalisés. Malheureusement, l'occupant reste sourd à toute intervention et pratique un sadisme sans précédent à l'égard du système de santé. Israël a interdit l'entrée de carburant dans les hôpitaux, qui
fonctionne exclusivement sur des générateurs depuis que l'électricité a été coupée dans la bande de Gaza le 8 octobre dernier. Tout cela s'inscrit dans une tentative de l'occupant d'imposer son agenda aux citoyens palestiniens désarmés, lesquels restent néanmoins fermement attachés à leurs terres et à leurs maisons, bien que ces dernières aient été détruites. D'ailleurs, on peut voir de nombreuses personnes installer des tentes devant ce qui reste de leur domicile détruit. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à soutenir ce peuple opprimé, à faire pression pour acheminer des aides humanitaires et à intervenir d'urgence pour sauver le système de santé à Gaza en envoyant des équipements médicaux, logistiques et techniques. Nous exprimons notre profonde gratitude à la délégation de médecins algériens qui est arrivée à Gaza dans le cadre des missions médicales. Nous espérons que ces initiatives de soutien se poursuivront. Nous souhaiterions que l'Algérie élèvera, comme à l'accoutumée, la voix au Conseil de sécurité pour exiger un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza afin de mettre fin à ce carnage insensé. Merci et qu'Allah vous bénisse. Le 11 novembre 2023, une salve de dirigeants se donnait rendez-vous à Riyad pour un sommet extraordinaire conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Les tueries quotidiennes qui n'étaient hélas qu'à leur début exigeaient des conviés et de leurs hôtes une position forte et commune. Monarques, princes héritiers, chefs d'État devaient être à la hauteur des attentes des Palestiniens, pilonnés sans répit, pourchassés par des bêtes immondes. Ils se devaient d'être à la hauteur de nos attentes, nous qui avions et continuons à avoir honte de notre incapacité d'agir. Et l'on a attendu et entendu des discours se succéder. Dans une déclaration finale, l'agression contre la bande de Reza, les crimes de guerre et les massacres barbares perpétrés par l'occupation sont condamnés. Un cessez-le-feu immédiat, la levée du siège de Reza et un accès sans entrave de l'aide humanitaire sont exigés. Un discours loin de faire trembler Netanyahou et ses alliés de circonstance. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de cette escalade dangereuse afin que nous ne glissions pas vers une situation plus dangereuse. J'attends avec impatience le jour où tout le monde en Palestine et en Israël, dans les deux États de Palestine et d'Israël, jouira de la sécurité, de la dignité et de la liberté des deux États. Certains ont détourné le regard. Depuis, les postes frontières sont hermétiquement fermés. Rien ne rentre à Reza. Dans ce huis clos, quand on ne meurt pas sous les bombes, c'est le froid ou la faim qui gracie les suppliciés. L'identité des Palestiniens est effacée, les noms des martyrs remplacés par des nombres croissants. 1000, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000, et ainsi s'emballent les sinistres chiffres. بدنا ناكل جوعنا بالعربي فيش خجل أكلنا حمير رحنا ناكل من الشجر تعبنا فيش إلا مي بجيب خبز بناكلش جوعنا مر قاوم الخبز مر قاوم يا ابن أمي. L'enclave palestinienne est une nette représentation de ce qu'est l'apocalypse. Des enfants de tout âge errant pieds nus sur des monticules de gravats, ne sachant pas où aller, se nourrissant d'herbes folles. Reza nous renvoie des images de fin du monde, des morts à n'en plus finir, embarqués sur des semi-remorques, des linceuls ensanglantés, des sacs mortuaires ensevelis dans des fosses communes, des gens marchant sans destination, des lâchers d'aide qui tombent du ciel et pulvérisent ce qui reste des corps de ces affamés. Mais envers et contre tout, c'est insupportable. Une autre réalité se dégage, celle du double standard, qui tue toute humanité. La réalité de ces sociétés occidentales, où s'affrontent tout de même des politiques asservies et mouvements populaires dénonçant le génocide. De cette tragédie qui nous hantera jusqu'à la fin des temps, se dégage la bravoure des pays essoufflés par des guerres sans fin, mais qui n'hésitent pas à s'engager dans d'autres guerres pour une Palestine libre. Elle nous renvoie à la fragilité des lois que les plus forts peuvent bafouer et piétiner avec violence et mépris, et au gré des lubies opposer leur veto, objecter un cessez-le-feu, soutenir l'agresseur, continuer à lui fournir des armes, tout en lui demandant, par-dessus l'épaule, de faire plus attention aux civils. Nous devons soutenir Israël
parce que c'est une nation indépendante. Mais nous avons dit clairement aux Israéliens que la sécurité des Palestiniens innocents est une préoccupation importante. N'est-ce pas là une leçon hors pair de cynisme? Et pourquoi se gêner? De toute façon, tuer encore et encore n'affectera en rien le processus de normalisation. Mais comme dans toute tragédie, il y a une fin, l'on sait déjà qu'en dépit de toutes les souffrances infligées, en dépit de l'injustice, en dépit de la lâcheté sans équivalent, de ceux qui couvrent leur honte hypocritement, les Palestiniens sont là pour leur rappeler que leur liberté, ils l'obtiendront par la force de leurs bras et la profondeur de leur foi. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. جوع وعطش وتعب كتير. اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم. اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير، وجعنا كتير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله. قاوم، ابطش، ففي بطشك بهم الحياة. غزة شرف لا يعرف السكات، من النيل إلى الفرات قدسنا عربية. وعد ربك آت لا محالة، وعد ربك آت، وعد ربك آت، وعد ربك آت. Les tensions en Cisjordanie ont atteint des records. Au moins 804 Palestiniens y ont été tués par des soldats sionistes ou encore par des colons. L'entité accélère les mesures visant à consolider l'annexion de la Cisjordanie occupée, y compris El-Quds Est, et à s'approprier les terres palestiniennes, remplaçant les communautés palestiniennes par des colons en violation du droit international. C'est ce qu'a indiqué mercredi le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme rappelle que ces actions vont à l'encontre des conclusions de la Cour internationale de justice qui, en juillet dernier, a estimé que la présence continue d'Israël, dit-il, dans le territoire palestinien occupé était illégale et devait cesser le plus rapidement possible, et a appelé à l'évacuation immédiate de toutes les colonies en Cisjordanie. Pendant ce temps, à Jénine, la situation est tendue entre les Palestiniens. تخطئ إسرائيل التقدير، تشن عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، تتوهم بأنها قد تقضي على الكتيبة بالقتل والغارات والاقتحامات، لكنها تعلم أن كل حجر هنا يقاوم وأن مهمتها تحتاج معجزة. Avec nous en ligne à partir de Ramallah, Monsieur Mustafa Al-Barghouti. Mustafa Al-Barghouti est dirigeant politique palestinien, secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne. Monsieur Mustafa Al-Barghouti, les tensions en Cisjordanie sont actuellement exacerbées. Quel regard portez-vous sur cette situation? Saïd Mustafa Al-Barghouti, ما هي خلفيات الوضع السائد في جنين؟ Les territoires occupés connaissent actuellement une tension extrême en raison des incursions israéliennes dans toutes les villes et villages palestiniens de la Cisjordanie. La nuit dernière, l'armée d'occupation a mené des raids massifs, notamment dans le camp de Balata à Naplouse, dans plusieurs villages de la région de Naplouse également, ainsi que dans de nombreux villages de la région de Ramallah. Les forces israéliennes ont également pénétré au cœur même de la ville de Ramallah, siège de l'autorité palestinienne,
En ignorant complètement les accords en vigueur ou toute considération politique, l'armée a attaqué un grand nombre de commerces et a investi le centre de Ramallah, une démonstration claire de leur volonté de renforcer leur emprise sécuritaire sur chaque parcelle de la Cisjordanie. Cette stratégie vise sans aucun doute à faciliter l'expansion des colonies israéliennes et à avancer dans le cadre du plan de colonisation, d'annexion et de judaïsation promu par les ministres israéliens. Par ailleurs, les colons israéliens ont perpétré des attaques brutales dans plusieurs régions. Malheureusement, cela se déroule alors même que l'autorité palestinienne impose de manière injustifiée et inacceptable un blocus sur le camp résistant de Jénine. C'est pourquoi nous, ainsi que toutes les forces de la société civile et politique, avons appelé l'autorité palestinienne à mettre rapidement fin à cette opération et à unifier les rangs face aux agressions israéliennes. Ces incursions de l'autorité palestinienne ou des forces affiliées à l'autorité palestinienne prêtent-elles le flanc aux forces d'occupation? هل تدخل السلطة الفلسطينية في جنين يعطي ذريعة إضافية للاحتلال الإسرائيلي؟ Les affrontements actuels à Jénine et l'idée même qu'un Palestinien puisse tirer sur un autre alors que tous deux sont exposés aux tirs de l'occupation sont extrêmement dangereuses et pourraient menacer l'avenir de tout le peuple palestinien. Cette opération sécuritaire doit impérativement cesser. L'autorité palestinienne demeure sous occupation. Pourquoi ne peut-elle pas résister aux forces israéliennes lorsqu'elles envahissent le centre de ces villes et les zones supposées être sous son contrôle? Pourquoi est-elle incapable de protéger les Palestiniens contre les attaques des colons israéliens? Il n'existe aucune justification pour ce qui se passe. Une coalition et une unité nationale sont indispensables. À notre avis, les problèmes actuels à Jénine et ailleurs même découle de la persistance de la division interne et du refus continu de la proposition que nous défendons depuis 20 ans, à savoir former une direction nationale palestinienne unie, responsable des décisions de lutte et des orientations politiques. L'unité des rangs palestiniens est rejetée par l'entité israélienne par crainte de la voir constituer une force, Monsieur Balrouti. هذه الفكرة ترفضها رفضا قاطعا إسرائيل لأن وحدة الصفوف الفلسطينية تخشى منها أو يخشى منها الكيان الصهيوني السيد مصطفى البرغوثي. Puisqu'Israël la rejette, c'est précisément une raison pour la mettre en œuvre. Israël cherche à diviser les Palestiniens et les officiers israéliens se réjouissent actuellement de voir des Palestiniens s'affronter dans le camp de réfugiés de Jénine. Cette situation ne profite qu'à l'occupation. C'est pourquoi il est impératif d'y mettre fin. Une direction nationale unifiée doit être formée, car c'est exactement ce qui inquiète Israël. Son inquiétude découle de son refus de voir le peuple palestinien uni. On veut maintenir les Palestiniens dans un état de faiblesse perpétuelle à cause de cette division regrettable. Au même moment, l'entité sioniste craint l'effondrement de l'autorité, une autorité qui contrôle la Cisjordanie aujourd'hui. في الوقت ذاته تخشى إسرائيل انهيار السلطة الفلسطينية، السلطة التي هي الجهة الرسمية المسيطرة على الضفة الغربية السيد مصطفى البرغوثي. هي ليست مسيطرة على شيء. Elle ne contrôle rien en fait, car c'est l'occupation qui est maîtresse de la situation. Israël affaiblit constamment l'autorité palestinienne tout en souhaitant qu'elle reste en place afin de donner l'illusion qu'Israël n'est pas responsable des populations qu'elle occupe. Cependant, nous pouvons transformer l'autorité palestinienne en un véritable acteur si nous avons une direction nationale unifiée et si les accords conclus lors de la réunion de Pékin sont mis en œuvre, notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale acceptée par tous. Dans ce cas, l'autorité deviendrait plus forte, plus capable et disposerait de moyens nécessaires grâce à l'unité du peuple palestinien de manière à résister à cette occupation. Monsieur Mustapha al-Barghouti, l'on parle beaucoup de plans dangereux, des plans extérieurs destinés à l'effondrement de l'autorité. Une autorité déjà aux prérogatives réduites, très réduites. سيد مصطفى البرغوثي، الحديث يكثر عن وجود مخططات خطيرة وخارجية تدفع نحو انهيار وإسقاط السلطة الفلسطينية الحالية، ولو أن لا سلطة للسلطة في الضفة الغربية. ما قولكم في هذا؟
Nous affirmons plutôt que la situation dépasse largement la simple chute de l'autorité palestinienne. Israël cherche à annexer la Cisjordanie et à en expulser tous ses habitants, tout comme elle tente de le faire à Gaza en perpétrant un génocide, en imposant un siège, en affamant la population, en pratiquant des sanctions collectives et une épuration ethnique. Le danger est immense, bien plus grave que celui de la Nakba en 1948. Cette fois, tout le monde est visé. Si l'autorité palestinienne souhaite préserver son existence, elle doit accepter l'idée d'un gouvernement d'union nationale et procéder immédiatement à sa formation. Cela permettrait de réparer les conditions nécessaires après l'arrêt de l'agression contre Gaza pour organiser des élections libres et démocratiques. Si nous avions organisé des élections en 2021, les événements du 7 octobre ne se seraient probablement pas produits et nous aurions pu peut-être constituer un parlement uni, un gouvernement uni et une direction nationale unifiée. Malheureusement, ces élections ont été annulées sous la pression extérieure. Ramallah n'a pourtant pas accepté ce plan de concorde. Comment allez-vous, dans ces conditions, agir? السلطة لم توافق على خطة الوفاق الوطني. كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ C'est une situation incompréhensible, d'autant plus que 14 factions palestiniennes, dont le Fatah représenté par son président et 2 membres de son comité central, ont signé cet accord. Parmi elles figuraient également le Hamas, le Djihad islamique, l'Initiative nationale, le Front populaire, le Front démocratique, le Parti du peuple et toutes les autres forces. Tout le monde avait donné son accord et le Fatah fut le premier à signer cet accord. Alors, si le Fatah qui dirige l'autorité palestinienne a signé l'accord, pourquoi l'autorité ne le met-elle pas en œuvre? C'est là toute la question. سيد مصطفى البرغوثي شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي شكرا لكم. Mustapha al-Barghouti est dirigeant politique palestinien, secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne et il était avec nous à partir de la Cisjordanie. En Jordanie, ministres et responsables américains, européens, arabes et turcs ont tenu une réunion à Aqaba sur la mer Rouge pour discuter du dossier syrien. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken évoque le soutien de son pays au processus politique en Syrie. Nous leur avons exposé les principes pour garantir notre soutien continu, qui ont été adoptés par les pays de toute la région et bien au-delà. De son côté, le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan avertit et met en avant une question centrale pour la Turquie, celle des réfugiés. Ne permettez jamais au terrorisme de profiter de la période de transition. Nous devons coordonner nos efforts et tirer les leçons des erreurs du passé. Tout faux pas conduirait à un flux migratoire irrégulier. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Michel de Chadarevian. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez été conseiller diplomatique à la présidence libanaise. Monsieur Michel de Chadarevian, qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui du sommet de Aqaba? Plusieurs pays comme la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak, le Liban, l'Égypte, le Qatar, et même les pays étrangers comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis étaient représentés, l'Europe était représentée. Et ils attendent aussi que ce changement-là et les forces qui ont pris le pouvoir, ils attendent d'eux de respecter le choix du peuple syrien, une transition politique qui inclut toutes les forces sociales et politiques du pays. Si ça va se faire, ce serait dans l'intérêt du peuple syrien et du peuple du Moyen-Orient. Mais il y a toujours il y a toujours l'autre voisin d'à côté, Israël. Comme vous savez très bien, il y a une intrusion sioniste dans la zone tampon avec la Syrie maintenant. Ils ont déjà occupé le mont Hermon, Konaïtra, la banlieue de Damas. Ça, c'est dangereux et pour la Syrie et pour la région du Moyen-Orient. Le sommet d'Aqaba, comme on est en train d'en parler, a exigé un retrait immédiat des troupes israéliennes sionistes des territoires occupés. Mais ils ont appelé le Conseil de sécurité à agir pour stopper ces violations. Malheureusement, nous savons très bien que le Conseil de sécurité est faible quand il y a question d'Israël. Vous avez évoqué en début de cet entretien, Monsieur Michel de Chadarevian, le sommet de Aqaba qui s'est tenu cette semaine en Jordanie. À ce sommet,
de hauts diplomates des États-Unis, de la Ligue arabe, de la Turquie se sont réunis en Jordanie pour discuter des plans et des objectifs visant à aider la Syrie à assurer la transition du gouvernement déchu de Bachar el-Assad. C'est ainsi que le propos a été avancé ou a été présenté. Toutefois, oui. Aucun représentant des autorités actuelles en Syrie ou à Damas n'était présent au sommet de Aqaba, à cette rencontre à Aqaba. Comment l'expliquez-vous? N'est-ce pas une forme différente d'ingérence en Syrie, un pays voisin du Liban, votre pays, le Liban? Ah oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais je vais vous dire que nous sommes dans une région où aujourd'hui les ingérences ne se comptent pas. Que ce soit les ingérences américaines, que ce soit les ingérences israéliennes, que ce soit, comme dans le temps, les ingérences iraniennes et même syriennes au Liban. Donc aujourd'hui, nous aimerons voir le résultat plutôt que les ingérences. Bien sûr, maintenant on sait très bien que le changement en Syrie n'aurait pas eu lieu sans l'appui de toutes ces forces que vous avez maintenant nommées, comme la Turquie, les États-Unis. Si jamais ils arrivent à trouver un consensus entre elles, entre ces pays-là, ce serait bien pour le peuple syrien. L'important, c'est que le peuple syrien sorte d'une domination pour ne pas retomber dans une autre domination. Le peuple syrien ne veut pas des conflits confessionnels comme tous les peuples de la région, à part Israël qui est un pays juif et qui veut imposer, faire de la partition des pays limitrophes pour qu'on lui donne droit à un État juif, qu'il y ait un État sunnite, un État chiite, un État druze, un État chrétien, ce que nous, au Liban, nous rejetons catégoriquement. Nous voulons l'unité du Liban comme l'unité de la Syrie. Un propos interpelle M. Michel de Chadarevian. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué qu'il existait, et là je le cite, un large consensus parmi les partenaires régionaux sur le fait que le nouveau gouvernement syrien devait être inclusif. C'est ce qu'il dit. Il s'agit pour Anthony Blinken de respecter les droits des femmes et des minorités, rejeter le terrorisme et sécuriser et détruire les stocks d'armes chimiques soupçonnés d'appartenir à l'ère Assad. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'avoir un pays qui soit sous le contrôle totalement démilitarisé, sans aucune force dans la région qui pourrait contrer l'entité sioniste? Bien sûr, c'est le b.a.-ba de la politique américaine. La politique américaine dans la région, c'est que, même dans le monde, probablement, c'est que le sionisme et Israël passent en premier lieu. Et tout ce qui est dans l'intérêt d'Israël fait en même temps l'intérêt des États-Unis. Mais bien sûr. Quel impact peut avoir ce changement avec tout ce bal diplomatique, notamment occidental, sur les pays voisins et notamment le Liban? Notamment le Liban, j'aime mieux notamment parce que c'est le Liban qui va avoir le plus d'impact du changement syrien. Nous avons toujours, la Syrie, c'est la seule porte que nous avons vers l'interland, vers le Moyen-Orient, vers tous les pays arabes. On a d'un côté la mer, d'un côté la Syrie, de deux côtés la Syrie et d'un côté Israël qui est notre ennemi juré. Donc aujourd'hui, si nous regardons la Syrie, le changement en Syrie pour avoir des meilleures relations avec les Syriens, parce qu'il y va de notre intérêt aussi, et nous avons aussi en même temps peur du nouveau régime parce qu'il n'a pas encore, il faut lui donner du temps pour qu'il fasse les élections chez eux, pour qu'on puisse savoir quel genre de régime ça va être fait. Et essayons de lui donner la chance pour qu'on puisse avoir un pays, un Moyen-Orient tranquille. Nous avons chopé des guerres dans cette région. Il s'agit par ailleurs d'un jeu de souveraineté et de frontières également, Monsieur Michel de Chadarevian. Mais bien sûr, les frontières, c'est de deux côtés. Comme eux, ils ont maintenant voulu fermer les frontières ou contrôler les frontières, nous avons aussi, après la guerre que nous avons eue avec Israël, l'armée a maintenant bouclé toutes les frontières du Liban et que nous ne voulons pas, il ne faut pas oublier aussi que nous avons à peu près 2 millions de Syriens, de réfugiés qui étaient venus ici d'une façon, trois quarts d'une façon illégale. Le trois quarts. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés, d'autres aujourd'hui ont peur du nouveau régime qui sont restés, ou bien d'autres qui ont peur du nouveau régime et qui ont encore quitté la Syrie pour le Liban. Donc il faut donner un peu de temps, mais nous espérons que tous les Syriens qui sont en dehors du pays à cause de Assad
ou autres de la situation en Syrie reviennent en Syrie parce qu'ils doivent eux aussi reconstruire leur pays qui a été assez détruit et que le Liban aussi puisse avoir des frontières hermétiquement bloquées et fermées pour que nous aussi, qu'on n'ait pas ni de contrebande ni rien et qu'on puisse rebâtir notre pays comme il était dans le temps. La résistance au Liban pose aujourd'hui plusieurs questions. La résistance au Liban sera-t-elle affectée par ces changements qui s'opèrent dans la région ? Mais bien sûr, parce que la résistance, toutes les voies de ravitaillement de la résistance ont été bloquées. Que ce soit de l'Iran, que ce soit de la Syrie. Nous, nos frontières ont été bloquées de facto par les bombardements israéliens. Et Israël, comme maintenant je vous parle, et en même temps j'entends le bruit du drone qui est au-dessus de notre région. Depuis le matin, ça ne cesse pas, et même depuis le cessez-le-feu, les drones ne cessent pas de survoler le ciel libanais. Ce cessez-le-feu-là, nous avons des tués de l'armée libanaise et autres au sud du Liban chaque jour. Les Israéliens violent 1701 et violent le cessez-le-feu. Oui. Et nous ne savons pas pourquoi encore ce comité de contrôle n'est pas en train d'agir. Vous dites percevoir le bruit des drones à partir de la région où vous êtes. Vous êtes dans quelle région, monsieur Michel de Chadarévian ? Moi, je suis dans la région du Métan, mais j'étais à Beyrouth ce matin. Aussi, oui. le bruit des drones était assourdissant. Donc, il y a une violation de l'espace aérien libanais à l'heure où l'on parle. Bien sûr, mais c'est pas seulement une violation, c'est continu. C'est continu. Donc, quand ils vont arrêter le survol, ça va être un changement, mais c'est continu. Le survol des drones est devenu habituel à nos oreilles. En 2019, les États-Unis adoptent la loi César destinée à sanctionner le pouvoir politique à Damas et ses alliés. L'on évoque aujourd'hui la possibilité de lever les sanctions, ce qui contribuerait à une stabilisation, dit-on, de certains pays dans la région, le Liban en l'occurrence. Ce changement va-t-il avoir un impact sur les équilibres, l'on va dire, au Liban? Et est-ce qu'il vous semble que ça augure quelque chose de positif? Mais bien sûr, parce que, écoutez, la loi César a pas seulement sanctionné le régime, mais ça a sanctionné aussi en Syrie la population syrienne. Quand on parle de médicaments, quand on parle de tout ce qui est nécessaire à la population, parce que ça a englobé tous les domaines. Et nous aussi, ça nous a englobé à nous, parce que quand il y a eu un accord comme quoi emmener le gaz d'Égypte jusqu'en Syrie et de Syrie le faire passer au Liban ou l'électricité, on a subi les affres de la loi César. Voilà. Donc c'est un peu, ouais. Ce sont ces cordons de la bourse que l'on serre et que l'on desserre au gré du moment, au gré des alliances et au gré des conjonctures politiques. Et c'est la population qui en paie les frais. Absolument. Absolument. Bien sûr. Monsieur Michel de Chadarévian, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, madame. Merci. Michel de Chadarévian a été conseiller diplomatique à la présidence libanaise et il était avec nous à partir de Beyrouth. Depuis la chute du président syrien Bachar al-Assad, les autorités d'occupation sionistes ont pris des mesures pour renforcer leur présence militaire et civile dans le Golan. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie rappelle les défis de l'heure. Il y a quelques défis à relever. Nous avons besoin d'une aide humanitaire immédiate, mais nous devons également nous assurer que la Syrie peut être reconstruite, que nous pouvons voir une reprise économique et que nous pouvons espérer voir le début d'un redémarrage du processus visant à mettre fin aux sanctions. Avec nous en ligne, monsieur Jean-Paul Chagnolot, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur émérite, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Monsieur Jean-Paul Chagnolot, doit-on aujourd'hui parler d'un laisser-faire accordé à Netanyahou? Je crois qu'on est dans une phase où le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement très très à droite, comme chacun le sait, profite de la situation actuelle pour, par la domination strictement militaire, imposer une forme d'hégémonie dans la région. C'est vrai déjà évidemment
sur Gaza, c'est vrai sur le Liban, et maintenant c'est vrai sur la Syrie. Et par conséquent, c'est une manière de s'imposer par la force, étant entendu qu'à mon avis, la force peut avoir évidemment un effet important sur le moment, mais à terme, c'est certainement provoquer d'autres réactions. Des entrepôts d'armes, des dépôts de munitions, des aéroports et des bases navales, le but serait-il d'avoir comme pays voisin un pays totalement démilitarisé, comme cela a été exprimé plus d'une fois, Monsieur Chaniolo? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils profitent de cette situation, parce que là, évidemment, nous sommes dans une espèce de transition assez monumentale en Syrie. Il y a donc plus d'autorité véritable, l'État n'est pas encore structuré, loin s'en faut, et donc dans ce moment particulier, ils détruisent tout ce qui relève évidemment du militaire. C'est une manière aussi de passer outre, une fois de plus, au droit international. Et je répète, du point de vue israélien, c'est l'idée de profiter de la situation. Et pourquoi faire ensuite? S'il n'y a pas vraiment des accords de paix, s'il n'y a pas vraiment de la diplomatie derrière tout ça, ce n'est jamais que des opérations militaires. Que signifie avoir des États démilitarisés à ses frontières? Le propre d'un État, c'est qu'il dispose de ce qu'on appelle le monopole de la violence. Et donc, c'est en fait attaquer les racines même d'un État. Ça veut dire que l'État devient complètement fragilisé. Il n'a plus les moyens d'assurer la sécurité à l'intérieur et encore moins, évidemment, la sécurité à ses frontières. C'est attaquer les bases même d'un État. Et donc, ça va très loin, ça. Et évidemment, ça ne peut être qu'un épisode qui durera sans doute assez longtemps, mais il est bien clair que la Syrie aura, comme tous les États, le droit à avoir cette capacité d'utiliser la violence légitime, en tout cas pour assurer la sécurité de ses citoyens, et elle en a bien besoin aujourd'hui. Le mot qui me paraît le plus évident, c'est qu'Israël tente d'établir une hégémonie sur la région. Mais une hégémonie sur la région, ça n'a pas de sens. Ça peut effectivement être une réalité pendant quelque temps, parce que là, il y a un rapport de force qui s'est imposé, mais on ne peut pas transformer une région comme le Moyen-Orient par la force. À un moment donné, il faudra bien que les diplomates s'emparent de tout ça, et on relativisera tout ça. Je pense qu'on est dans une forme d'hubris d'Israël, qui se croit tout permis, qui bombarde tout, et je pense que c'est pas à terme, évidemment, un moyen de stabiliser le Moyen-Orient. Bien au contraire, ça risque même au Liban, en Syrie et surtout en Palestine, s'il n'y a pas une solution politique à la question palestinienne, les violences vont rejaillir, évidemment. Vous avez parlé d'hégémonie, Monsieur Chaniolo. Nous parlions à l'instant des entrepôts d'armes, des dépôts de munitions, des aéroports, des bases navales qui ont été pris pour cible, mais il y a également les centres de recherche qui ont également été pris pour cible. Je crois que c'est la même idée, vous savez, c'est l'idée d'éradiquer toute capacité de puissance militaire de ce pays. Alors aussi bien les centres de recherche, les usines de fabrication, et puis évidemment les arsenaux. C'est ça l'idée. Donc ils profitent vraiment de ce moment pour détruire, alors je ne sais pas où on est en termes de pourcentage, mais on doit avoir détruit une très grande partie des infrastructures telles qu'elles existent, et aussi des moyens qui permettent de fabriquer ces arsenaux. Des chercheurs ont été également pris pour cible, assassinés au cœur même de Damas. Que faille-t-il y voir? C'est la même chose, je crois qu'on est dans la même logique. On essaie d'éradiquer toute capacité de construction d'une puissance militaire. Enfin, quand je dis puissance, il faudrait relativiser, en tout cas, d'une capacité militaire. Et je pense que là, on va être bientôt au bout de tout cela, et surtout au bout d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'une fois encore, ce n'est pas par la destruction qu'on peut opérer des changements profonds dans une région comme le Moyen-Orient. C'est essentiellement par la diplomatie. Et là, en ce moment, la diplomatie est complètement paralysée. Oui, ou alors mise au pas. Non, pas mise au pas, parce que il faudra bien qu'un jour, une fois, vous savez, il y a une vieille dialectique d'un grand spécialiste, Raymond Aron. Il disait, le soldat seul n'est rien, le diplomate seul n'est rien, il faut les deux. Donc, un soldat qui n'est pas appuyé ensuite par un processus diplomatique, ce n'est rien qu'une domination momentanée, même si ce moment dure longtemps. Donc, il faudra qu'un jour, les diplomates s'emparent de tout ça, et on revienne aux principes fondamentaux du droit international, c'est-à-dire l'intégrité et le respect de la souveraineté des États. La diplomatie aujourd'hui botte en touche, les résolutions foulées aux pieds. La 1974 a été suspendue, de fait, par Israël. N'est-ce pas suffisant? On est dans une séquence qui dure maintenant malheureusement depuis très longtemps, plus d'1 an, où seule la force s'exprime. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un silence des armes et que les diplomates s'emparent des choses. Sinon, je répète, la violence appelle la violence.
Alors aujourd'hui, les Syriens sont dans la capacité de riposter, mais évidemment, ça va provoquer de la part des Syriens la volonté un jour de riposter, et donc se donner les moyens pour le faire. Et il y aura des États qui auront intérêt à les aider. Donc cette direction, elle n'a pas de sens à terme. Malheureusement, dans un premier temps, effectivement, c'est une hégémonie qui s'installe, une hégémonie fragile, parce qu'elle est fondée uniquement sur la force. Et pendant ce temps, Monsieur Chagnoulot, le gouvernement de l'entité d'occupation a approuvé à l'unanimité le projet de Netanyahou de développement démographique des localités du Golan. Écoutez, je ferai la même analyse, c'est-à-dire que aujourd'hui, Netanyahou pense pouvoir régler la question palestinienne par la force, en ayant écrasé Gaza, et aussi pouvoir s'étendre, notamment en Syrie, sur le Golan, là encore par la force. Et sur la partie déjà annexée, c'est parfaitement illégal au regard du droit international. Alors c'est pas le fait qu'on double la population qui changera évidemment la nature du problème. Ça restera un territoire occupé au regard du droit international, et c'est reconnu par aucun État dans le monde, à part les États-Unis de Trump évidemment, ce qui était beaucoup. Mais enfin, on est toujours dans cette logique-là. Et une fois encore, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on puisse ainsi régler une question par la force seulement. C'est une illusion dont on a vu ailleurs les résultats, c'est-à-dire ça engendre d'autres violences. Les Américains en 2003 ont prétendu remodeler le Moyen-Orient par la force. Oui. On a vu le résultat. Oui. Eh bien, il se passera la même chose évidemment avec cette pseudo-hégémonie israélienne. Seulement, ce n'était pas une colonie de peuplement. Monsieur Chagnoulot, Netanyahou a déclaré aujourd'hui: tout le monde comprend l'importance capitale de notre présence sur le Golan et non au pied du Golan. Quand il dit tout le monde comprend, qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon qu'il a un appui aussi bien militaire que diplomatique, tacite ou déclaré en ce sens? Il a certainement des appuis, et probablement les Américains, mais il a aussi beaucoup d'opposants, y compris en Israël même. C'est une fuite en avant, tout ça. Et les fuites en avant, eh bien, ça aboutit toujours au même résultat. À un moment donné, ça se brise, ça se casse. Je répète, ça peut durer longtemps, évidemment, cette situation, parce que la force est là. Mais à terme, ça ne peut pas tenir. On est juste dans une aggravation du conflit, plus qu'autre chose. Et puis je répète, les racines de tout ça, tout de même, c'est la question Israël-Palestine, c'est la question palestinienne. Et la question palestinienne, là, elle est aujourd'hui ensevelie, mais c'est pas parce qu'elle est ensevelie dans les conditions que l'on connaît, parce qu'on écrase Gaza, parce qu'on enferme la Cisjordanie, que pour autant, les réactions ne viendront pas. Donc on va vers à nouveau, on ouvre d'autres séquences de violence. Je me répète, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. L'absurdité de l'idée que l'on peut régler une question seulement par la force. Ces autres séquences de violence qui vont pouvoir ou devoir stopper Netanyahou? Je crois que c'est un rapport au temps, et la temporalité, je l'ignore et tout le monde l'ignore. Mais c'est pas en renforçant la colonisation et en écrasant Gaza qu'on va régler la question palestinienne. Il y a d'autres forces qui vont surgir, et vous savez, dans cette région, il y a quelque chose de très important qui sont les générations. Oui. Il y a les jeunes qui arrivent et qui ont été témoins impuissants des massacres de ce qui vient de se passer. Oui. Eh bien, un jour, ils auront conscience, une conscience politique, ils ont sûrement déjà, et on a vu ça pendant des décennies au Moyen-Orient. Des nouvelles générations, eh bien, se lèvent et disent non à cette hégémonie, disent non à cette inégalité qui est en train de s'installer dans cette région du Moyen-Orient. C'est une région que vous connaissez fort bien, Monsieur Jean-Paul Chagnoulot. Alors j'aimerais avoir votre regard sur ce qui est supposé par Netanyahou. Il a déclaré il y a un an, j'ai dit, nous allons changer le Moyen-Orient, et nous le changeons. La Syrie n'est pas la même chose que la Syrie d'hier. Le Liban n'est pas le même Liban. Que pensez-vous de ce propos? Qui est-il pour prétendre ainsi changer le Moyen-Orient? Pense-t-il vraiment? Il le pense, je pense, mais est-ce que ça a du sens que tous les autres, les Libanais, les Syriens, les Palestiniens et bien d'autres, les Irakiens, vont accepter que comme ça, un personnage qui est en plus poursuivi par la Cour pénale internationale, on l'oublie trop souvent, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, on peut penser que ce personnage va réussir à faire quoi que ce soit. Il pense le faire par la force, mais une fois encore, il y a des limites à tout ça. Et une de ces limites, d'ailleurs, c'est qu'il est lui-même aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires en Israël même, évidemment, et l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale, et que s'il vient dans un pays signataire du traité de Rome de la Cour pénale internationale, il doit être arrêté en France ou ailleurs. Tout ceci est un moment d'hubris, un moment d'illusion qui va retomber un jour ou l'autre, forcément. Inch'Allah.
Je vous laisse le commentaire. Monsieur Jean-Paul Chagnollaud, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci, monsieur. Au revoir. Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Ont participé à ce programme Dr Maher, directeur adjoint en charge des hôpitaux de Reza. Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite, président de l'Institut de recherche d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Michel de Chadarevian, ancien conseiller diplomatique à la présidence libanaise. Mostafa Al-Barouti, secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Maryam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.